Pas de place pour les perdants. C'est ce que mon frère a dit en me barrant le passage la veille de Noël. Derrière lui, le sapin brillait de mille feux. Ma mère serrait son verre de vin, et mon père refusait de me regarder. Je me tenais là, les bras chargés de cadeaux pour leurs enfants. Des cadeaux que j'avais passé des semaines à choisir, tandis que mon frère affichait un sourire narquois, comme s'il avait enfin gagné. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement dit, tu as raison. Cette nuit-là, j'ai fait un geste discret qui a gelé tous les paiements qui maintenaient sa famille à flot. Et pour le nouvel an, c'est lui qui frappait à ma porte. Restez avec moi pour tout savoir sur nous. J'adorais Noël autrefois. Les lumières, les bougies à la cannelle, la façon dont la neige adoucissait même les coins les plus laids de notre rue. C'était le seul jour où je pouvais faire semblant que notre famille était normale. Mais cette illusion s'est brisée il y a des années, lentement, presque doucement, comme la glace qui se fissure sous vos pieds avant que vous n'entendiez le craquement. En grandissant, j'étais celle qui réparait tout. Si une facture était en retard, je la payais. Si quelqu'un avait besoin d'être conduit, je lâchais tout. Quand mon frère, Pierre, et sa femme, Sophie, ont eu du retard sur leur prêt immobilier, je leur ai envoyé de l'argent avant même qu'ils ne le demandent. À l'époque, je me disais que c'était de la gentillesse. Peut-être était-ce de la culpabilité. Peut-être voulais-je simplement être vue comme la fille qui maintenait tout en ordre. Mes parents l'encourageaient. Tu as toujours été la plus responsable, disait ma mère, avec un sourire qui ressemblait à de la fierté mais qui sonnait comme un soulagement. Mon père disait rarement quoi que ce soit. Il se contentait de donner à Pierre une autre assiette, une autre faveur, une autre excuse. Avec le temps, j'ai cessé de remarquer à quel point je donnais. Les frais de scolarité des enfants, réglés. Les factures d'électricité, couvertes. Quand Pierre a perdu un autre emploi, j'ai viré de l'argent sans réfléchir. La vérité est qu'il était plus facile de payer que de discuter. Le plus drôle, c'est qu'ils appelaient ça de l'aide, mais c'était en réalité du contrôle, juste pas le mien. Chaque fois que je les tirais d'affaire, je m'attachais un peu plus à leur approbation. C'est comme ça que ça marche dans ma famille. La générosité est la laisse et l'amour est la friandise. Ils les agitent devant vous. Cette année était censée être différente. Pour une fois, j'avais planifié tôt, acheté des cadeaux réfléchis, pris des congés, et même préparé les vieux biscuits au sucre que ma grand-mère faisait. J'imaginais des rires, un feu de cheminée, peut-être le pardon. Au lieu de cela, j'ai eu le sourire narquois de Pierre et le silence de ma mère. Pas de place pour les perdants. Ces mots n'ont pas seulement coupé. Ils ont réorganisé quelque chose en moi. Sur le chemin du retour, la voiture semblait plus lourde. À chaque virage, les cadeaux emballés, brillant faiblement sur le siège passager, comme des rappels de ma naïveté. Au moment où je me suis garée devant mon appartement, je ne pleurais pas. J'étais calme. Trop calme. Parce que pour la première fois, je voyais la vérité. Je n'avais pas fait partie d'une famille depuis des années. J'avais fait partie d'un système qui dépendait de mon silence. Et ce silence de Noël allait résonner très différemment. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Les mots résonnaient encore et encore. Pas de place pour les perdants. Chacun plus aigu que le précédent. J'avais déjà entendu Pierre se moquer de moi, mais jamais comme ça. Jamais avec toute la famille qui regardait. Ce qui faisait le plus mal n'était pas sa voix. C'était le silence de ma mère. Les yeux de mon père fixés sur le sol. Ce silence disait ce qu'aucun d'eux n'osait dire. Nous sommes d'accord avec lui. Le lendemain matin, j'ai préparé du café et me suis assise à ma table de cuisine, fixant la liste que j'avais faite un mois auparavant. Budget de Noël, cadeaux, reçus d'expédition, frais de scolarité. Mon écriture semblait étrangère, comme la tentative désespérée d'un étranger d'acheter de l'affection. J'ai tracé chaque ligne avec mon doigt, réalisant à quel point ma vie était liée au confort de Pierre. Chaque paiement d'urgence avait grignoté le mien. Puis quelque chose en moi a basculé. Ce n'était pas de la colère. C'était de l'épuisement. Le genre qui vient quand on comprend enfin les règles d'un jeu auquel on n'a jamais accepté de jouer. J'ai ouvert mon ordinateur portable et consulté mes comptes. Ils étaient là.
Virements intitulés « Frais de scolarité des enfants, garderie, courses, compléments service public ». J'ai cliqué sur chacun d'eux, les montants augmentant comme une preuve silencieuse de ma stupidité. Je n'ai pas fermé l'ordinateur portable en claquant ou pleuré. J'ai juste commencé à y mettre fin. Annuler. 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 Un par un, j'ai supprimé tous les paiements automatiques. Il a fallu 5 minutes pour défaire 5 ans. Je m'attendais à me sentir coupable. Au lieu de cela, je me suis sentie légère. L'appartement semblait plus calme, même l'air plus chaud. J'ai préparé une autre tasse de café, plus forte cette fois, et je me suis tenue près de la fenêtre, regardant les flocons de neige tourbillonner sous les lampadaires. Pour une fois, je ne pensais pas à qui avait besoin de quoi ou comment arranger les choses. Je pensais aux limites, à quel point elles sonnent paisibles quand on en trace enfin une. À midi, j'avais rangé les cadeaux de Noël dans des boîtes de rangement et les avais scellés avec du ruban adhésif. Je ne les ai pas jetés. Je ne pouvais juste pas les regarder pour l'instant. Chaque ruban, chaque étiquette ressemblait à des preuves d'un crime que j'avais commis contre moi-même. Cet après-midi-là, Pierre m'a envoyé un SMS. Tu aurais pu au moins déposer les cadeaux. Les enfants attendent. J'ai fixé le message un long moment, puis j'ai tapé un mot, non. Il a répondu presque instantanément, quel est ton problème ? Mes doigts ont plané au-dessus de l'écran, mais je n'ai pas répondu. Qu'il se demande. Qu'il ressente pour une fois ce que c'est que d'être confronté au silence. Le silence de Pierre a duré à peine 2 jours. Au 3e matin, mon téléphone vibrait sans arrêt. Appels, SMS, messages vocaux. Au début, ils étaient polis, « Salut, qu'est-ce qui se passe ?» Puis désespérés, « Le loyer est dû. Les enfants ont besoin de chaussures. » Enfin en colère, « Tu es égoïste. Tu as changé. » Je n'ai répondu à aucun. J'ai juste regardé les notifications s'empiler les unes sur les autres, comme la preuve que ma valeur à leurs yeux avait toujours été mesurée en euros. Quand je suis partie travailler ce matin-là, la ville était recouverte de neige fraîche. C'était beau d'une manière qui me faisait mal, un rappel que même les choses les plus froides peuvent paraître propres lorsqu'elles sont intouchées. Cette nuit-là, je me suis versé un verre de vin et me suis assise sur le canapé avec mon ordinateur portable. L'écran brillait des années d'histoire. Chaque paiement que j'avais jamais fait pour la famille de Pierre et Sophie. J'ai défilé ligne après ligne, la liste si longue qu'elle semblait interminable. Soutien hypothécaire, dons pour l'école, factures de service public, frais de camp. J'ai senti le mélange familier de pitié et de ressentiment monter dans ma gorge. Mais cette fois, je ne l'ai pas ravalé. J'ai tout imprimé. Les pages sont sorties chaudes, sentant légèrement l'encre et la clôture. Puis j'ai appelé la banque et confirmé chaque annulation. J'ai même changé mes mots de passe en ligne, un petit acte qui semblait presque cérémoniel, comme fermer une porte derrière moi. Lorsque la dernière représentante a dit « Tout est fait », j'ai souri pour la première fois depuis des jours. Vendredi, Pierre est venu à mon bureau. Sans appel, sans avertissement, il a juste fait irruption, le visage rouge et transpirant sous son manteau d'hiver. « Nous devons parler », a-t-il sifflé. Mes collègues se sont figés, leurs yeux balayant entre nous. « Pas ici », ai-je dit doucement, le conduisant au parking. Il s'est retourné vers moi dès que la porte s'est refermée derrière nous. « Tu crois que tu peux nous couper les vivres comme ça ? Les enfants souffrent. »« Ce sont tes enfants », ai-je dit d'une voix égale. Il a ri, un son sec et laid. « Oh, alors maintenant tu te soucies de la responsabilité. » Quelque chose en moi a cédé, mais pas de la manière à laquelle il s'attendait. Ma voix est restée calme. « Tu as raison. Je me soucie de la responsabilité. C'est pourquoi je reprends enfin la mienne. » Son visage s'est déformé, mais je n'ai pas bronché. « Tu ne peux pas faire ça », a-t-il dit en s'approchant. Je l'ai déjà fait. Je me suis retournée et suis partie avant qu'il ne puisse répondre. La neige crissait sous mes bottes, chaque pas plus fort que sa fureur derrière moi. 3 jours se sont écoulés avant que je n'aie de ses nouvelles. Quand le téléphone a sonné, j'ai failli ne pas décrocher, mais quelque chose, la curiosité, peut-être l'envie de clore le chapitre m'a poussé à répondre. « Juliette », a dit sa voix tendue.
C'est Pierre. Nous devons parler de quoi? Ai-je demandé sèchement. Tu sais de quoi? Tu nous as rendu la vie impossible. Les enfants, ai-je coupé. Ne les utilise pas, il a soupiré dramatiquement. Sophie est en train de s'effondrer. Les enfants sont perdus. Tu t'en souciais avant. Je m'en soucie toujours, ai-je dit, calme comme jamais. C'est pourquoi j'ai arrêté. Il n'a pas répondu tout de suite, et pendant une seconde, j'ai cru qu'il avait raccroché. Puis il a dit, tu n'es pas la personne que je croyais que tu étais. J'ai presque ri. Non, ai-je dit. Je ne suis plus ton portefeuille. Il a juré à voix basse et a raccroché. J'ai cru que ce serait la fin. J'avais tort. 2 nuits plus tard, on a frappé à ma porte. Fort, frénétiquement. Le genre de coup qui secoue votre poitrine avant que votre cerveau ne comprenne. Quand j'ai regardé par le Judas, le visage de Pierre le remplissait. Il était rouge et ses yeux étaient hagards. J'ai hésité, mais j'ai ouvert la porte juste assez pour la bloquer avec mon corps. Qu'est-ce que tu fais ici? Il a appuyé sa main contre le cadre. Tu dois arrêter ça, a-t-il claqué. Tu crois que me couper les vivres fait de toi une sorte de héroïne? Tu ruines ma vie. J'ai croisé les bras. Tu as très bien ruiné ta vie tout seul. Il s'est approché. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe. Tu ne peux pas juste abandonner ta famille. J'ai failli sourire. La famille? C'est ce que nous sommes maintenant? Tu me traites de perdante. Puis tu te souviens que je suis de la famille quand les factures arrivent. Sa mâchoire s'est serrée. Mais avant qu'il ne puisse répondre, la voix de Sophie a fendu l'air froid depuis le trottoir. Pierre, arrête. Il s'est figé. Elle se tenait à quelques mètres, son manteau à moitié boutonné, son visage pâle. Derrière elle, le moteur de la voiture ronronnait doucement. Sophie, rentre à la maison, a-t-il aboyé. Elle n'a pas bougé. Non, a-t-elle dit doucement. C'est fini. Il s'est retourné, surpris. De quoi tu parles? Ses yeux ont balayé vers moi, puis sont revenus vers lui. J'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui. Un avocat. Le visage de Pierre s'est vidé de ses couleurs. Tu as fait quoi? Je sais ce que tu as fait, a-t-elle dit. Le jeu, les mensonges, le conte caché. Pour une fois, il était sans voix. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste regardé les pièces tomber. Sophie a fait un pas en avant, la voix tremblante, mais ferme. Tous ces paiements, ceux que Juliette a envoyés, ceux que tu disais pour les enfants. J'ai vu les relevés bancaires. Tu les as dépensés dans des casinos. Il s'est tourné vers moi, le ton désespéré. Tu lui as dit. J'ai secoué la tête. Pas besoin. Sophie a sorti un dossier de son sac et l'a brandi. Je l'ai fait, et j'en ai donné des copies à l'avocat. Tu ne peux plus le cacher. Il a fait un bond en avant, mais je me suis interposée entre eux. Ne fais pas ça, ai-je prévenu. Ma voix n'a pas monté, mais elle a porté assez de poids pour l'arrêter. Il m'a fixé, sa respiration rapide. Tu te crois meilleur que moi, a-t-il dit, la voix tremblante. Tu crois que ça te rend juste? J'ai pris une lente inspiration, le froid mordant mes poumons. Non, ça me rend libre. Il a ri de nouveau, mais son rire s'est brisé à mi-chemin. Tu vas le regretter, a-t-il dit. Tu verras ce qui se passe quand je ne serai plus là. La voix de Sophie était douce, mais ferme. Nous l'avons déjà fait. Il a regardé entre nous, réalisant pour la première fois qu'aucun de nous ne le craignait plus. Puis il s'est retourné, a mis ses mains dans les poches de son manteau et est parti en trombe dans la rue. Sophie a expiré, tremblante. Je lui ai fait signe d'entrer. Elle a hésité à la porte comme si elle n'était pas sûre d'être à sa place. Entre, ai-je dit doucement. Tu n'as pas à t'expliquer. À l'intérieur, l'air était chaud et immobile. Je lui ai servi du thé, le parfum de cannelle emplissant la pièce. Elle a fixé la tasse comme si elle pouvait voir les années qu'elle avait perdues. J'aurais dû dire quelque chose cette nuit-là, a-t-elle murmuré, quand ils t'ont traité de perdante. J'ai juste. Tu survivais, ai-je dit. Je comprends.
Des larmes ont rempli ses yeux. Il n'arrêtait pas de dire que tu nous devais, que tu avais de la chance d'avoir une famille qui avait besoin de toi. J'ai presque souri à l'ironie. C'est ça, le problème avec les gens comme Pierre. Ils appellent ça la famille quand ils prennent et la trahison quand tu arrêtes de donner. Elle a hoché la tête lentement. Il est parti. Je lui ai dit de ne pas rentrer à la maison. Tu as où rester? Elle a hésité. Je vais trouver. Tu peux rester ici pour l'instant, ai-je dit. Elle a levé les yeux, surprise. Tu fais ça? Après tout, je ne l'aide plus, ai-je dit doucement. Mais je t'aiderai. Cette nuit-là, pendant que Sophie dormait sur mon canapé, je me suis assise près de la fenêtre, regardant la neige tomber. La ville était silencieuse, les lumières scintillant à travers le blanc. Pour la première fois depuis des années, mon appartement ne semblait pas vide. Il semblait mérité. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Mademoiselle Dubois, a dit une voix d'homme. C'est Maître Lefebvre. Je suis l'avocat de Sophie. Elle m'a donné vos coordonnées. Est-ce qu'elle va bien, ai-je demandé. Elle va bien, a-t-il dit. Mais il y a quelque chose que vous devriez voir. Cela concerne l'utilisation des fonds par votre frère. Je pense que vous voudrez être impliqué. Quand j'ai rencontré Maître Lefebvre plus tard dans la journée, il a fait glisser un dossier sur le bureau. À l'intérieur se trouvaient des tirages, des virements bancaires, des retraits, des reçus de casino, des frais d'hôtel. Mon argent avait construit sa double vie. Sophie va de l'avant avec la séparation, a dit Maître Lefebvre. Elle m'a demandé de vous informer au cas où Pierre essaierait de vous contacter à nouveau. J'ai fermé le dossier lentement. S'il le fait, je m'en occuperai. Ce soir-là, mon téléphone s'est de nouveau allumé. Pierre. Je l'ai laissé sonner, puis je l'ai mis en silencieux. Mais l'appel suivant est arrivé quelques secondes plus tard, et le suivant, jusqu'à ce que le bourdonnement devienne constant. Finalement, j'ai répondu. Tu as ruiné ma famille. A-t-il crié. Elle me quitte à cause de toi. Non, ai-je dit doucement. Elle te quitte à cause de toi. Il a commencé à parler, mais je l'ai interrompu. Écoute attentivement. Tu m'as utilisé. Tu as menti et tu m'as traité de perdante. Tu as perdu ta femme, tes enfants, ta maison et ton passe-droit. La seule chose que tu as encore est un choix, arrête ou coule. Il y a eu une pause, un long silence brisé, puis un clic. Quand j'ai regardé par la fenêtre, la neige avait cessé. Le monde extérieur était de nouveau calme et propre, comme s'il avait attendu ce moment. À la fin de la semaine, Sophie et les enfants étaient partis. Nouveau département, nouveau départ. Elle m'a envoyé une photo des garçons construisant un bonhomme de neige. En dessous, elle avait écrit « Merci pour tout ». J'ai fixé la photo un long moment, souriante. Pour une fois, aider ne ressemblait pas à une perte. Cela ressemblait à une victoire silencieuse. Et Pierre, il n'a plus appelé. Mais la nouvelle s'est répandue. Il avait perdu son emploi, fait défaut sur son prêt immobilier, emménagé chez un ami qu'il a finalement mis à la porte. Il continuait de blâmer tout le monde sauf lui-même. Je n'ai pas fêté. Je n'ai pas posté, je n'ai pas jubilé. J'ai juste supprimé les derniers de nos comptes partagés, plié le dernier relevé et murmuré à personne en particulier, peut-être que les perdants sont juste des gens qui ont finalement cessé de payer pour les erreurs des autres. Février est arrivé tranquillement, doux et gris. Les lumières de Noël étaient parties depuis longtemps, laissant les rues nues et honnêtes à nouveau. Sophie et les enfants s'étaient installés dans leur nouvelle maison dans le nord. Elle m'envoyait de petites nouvelles, des photos de bonhommes de neige, de pancakes en désordre, de dessins scotchés sur de nouveaux murs. Chaque message me donnait l'impression qu'elle respirait à nouveau. Pierre, en revanche, avait disparu dans le genre de silence qui suit une tempête. Ma mère a appelé une fois, son ton sec et défensif. « Tu as rendu les choses difficiles pour ton frère », a-t-elle dit. « Il n'est pas lui-même. » J'ai presque ri. Peut-être que maintenant, il l'est enfin. Elle n'a pas répondu, a juste soupiré et a raccroché. Pour la première fois de ma vie, la culpabilité n'est pas restée.
J'avais passé des années à confondre le sacrifice avec l'amour, les laissant me vider, parce que je pensais que c'était ce que faisaient les bonnes filles. Mais l'amour ne se mesure pas en argent, et la famille ne se définit pas par qui vous continuez à sauver. J'ai commencé à mieux dormir. L'air dans mon appartement semblait plus léger. Le silence n'était plus tranchant. Les week-ends, je passais devant la boulangerie où ma mère nous emmenait quand nous étions enfants. L'odeur de la cannelle ne me piquait plus. Cela me rappelait que la douceur peut exister sans obligation. Une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre de l'avocat de Sophie, Maître Lefebvre, à nouveau. À l'intérieur se trouvait un mot de remerciement de la main de Sophie. Nous sommes en sécurité maintenant. Tu nous as donné ça. Je l'ai plié et l'ai glissé dans le tiroir de mon bureau, à côté de la dernière photo que j'avais jamais prise de ma famille réunie. Je ne l'ai pas gardé par nostalgie. Je l'ai gardé comme preuve de ce à quoi ressemble la survie. Un soir, alors que je regardais la neige tomber par la fenêtre, j'ai réalisé que je n'attendais pas d'excuses. Je n'en avais pas besoin. Certaines histoires se terminent tranquillement, non pas par vengeance, mais par la paix. Dehors, une voiture passait, les phares balayant le verre. J'ai vu mon reflet dedans, stable, calme, méconnaissable de la femme qui suppliait autrefois d'appartenir. C'est cette nuit-là que j'ai compris que la famille dont j'avais besoin n'était pas celle que j'avais perdue. C'était celle que j'avais finalement construite en moi-même. Quelques semaines plus tard, j'ai déposé la dernière boîte de décoration de Noël au centre de dons. L'employé a souri et m'a demandé si je voulais un reçu. Je lui ai dit, non, j'ai déjà gardé ce qui comptait, la leçon. En rentrant chez moi, je suis passé devant la rue de mes parents. Leur maison semblait plus petite maintenant, comme un décor de théâtre après la pièce. Je ne me suis pas arrêté. J'ai juste ralenti assez longtemps pour remarquer la même lumière de Porsche qui m'avait jadis aveuglé cette nuit-là. Pendant un instant, je me suis demandé s'il parlait encore de moi, s'il me traitait d'égoïste ou de sans cœur. Peut-être qu'il le faisait. Peut-être qu'il le ferait toujours. Mais je n'étais pas une perdante. J'étais enfin libre. Je me suis garé devant mon appartement, suis sorti dans le froid et j'ai levé les yeux vers le ciel. La neige tombait de nouveau. Douce, régulière, propre.